Mes parents souhaitaient que j'opte pour une voie stable, mais j'avais l'envie de créer une entreprise. J'ai débuté l'investissement immobilier en 2011, puis j'ai construit cette entreprise de chaussettes. Notre but était de vendre pour 10 000 $ de chaussettes en 30 jours. Nous avons fini par faire 21 000 $. Imaginez suivre un chemin tracé par la tradition, promettant la stabilité, mais qui ne vous a jamais semblé être le vôtre. Maintenant, imaginez faire un virage drastique, non pas une fois, mais encore et encore, pour redéfinir votre objectif. Notre invité du jour est Jasprit Singh, le créateur de Minority Mindset. Il est un expert en finance autodidacte, un avocat agréé et l'hôte d'une chaîne YouTube avec plus d'1 million d'abonnés. Mais cela n'a pas commencé avec la célébrité ou la liberté financière. Il a fait face à des échecs qui feraient fuir la plupart des gens. Je pense que pour tout investissement ou projet, le premier critère est qu'il doit être financièrement logique. Deuxièmement, cela doit avoir un sens juridique. Vous devez trouver un équilibre. Vous ne maîtrisez pas les principes financiers. Beaucoup de gens se font piéger ici. La personne moyenne dépense de l'argent qu'elle n'a pas pour essayer de paraître riche. Mais l'un des moyens les plus rapides de faire faillite est de vouloir paraître riche. La seule chose incontrôlable est le temps. Plus longtemps votre argent fructifie, plus vous accumulerez de richesses. Pour accumuler de la richesse, il faut investir son argent. 7 à 10 Américains sur 10 vivent de chèque de paye en chèque de paye. Ils n'ont pas d'argent supplémentaire à économiser ou à investir. De la création d'une entreprise d'événementiel à l'université à l'invention d'une chaussette sportive résistante à l'eau, l'esprit minoritaire n'est pas qu'une marque. C'est une philosophie qui consiste à penser différemment et à créer de la richesse de manière que la plupart ne voient jamais. C'est l'histoire d'un homme qui a choisi la passion plutôt que le profit, l'impact plutôt que la convention, et a transformé les revers personnels en une plateforme qui aide maintenant des millions de personnes à échapper à l'endettement et à prendre le contrôle de leur avenir financier. Bienvenue à Success Story, Scott Clary, votre hôte. Le podcast Success Story fait partie du réseau de podcasts HubSpot. HubSpot a été d'un grand soutien pour l'émission et j'en suis heureux car je crois fermement en eux. Je l'ai utilisé pour tout de cette émission aux entreprises que j'ai dirigées auparavant. Je sais qu'il y a de nombreux entrepreneurs parmi vous. En tant qu'entrepreneur, il est essentiel de comprendre le marketing, que vous le fassiez vous-même ou avec une équipe. Et avez-vous parfois l'impression que votre équipe marketing court simplement d'un feu à l'autre? Créer du contenu, lancer des campagnes, générer et évaluer des leads, les cultiver. Et juste quand vous éteignez un feu, 3 autres apparaissent. Aujourd'hui, les marketeurs sont plus débordés que jamais. C'est là qu'interviennent HubSpot et son nouvel assistant IA intégré, Breeze. En combinant la puissance des hubs marketing et de contenu, chaque trimestre peut être votre meilleur. Imaginez une IA qui remixe instantanément votre contenu pour n'importe quel canal. Un score de lead qui met en avant automatiquement vos prospects les plus prometteurs. Et une suite d'analyses alimentées par l'IA qui regroupe tous vos indicateurs clés de performance en un seul endroit. De plus, des copilotes et agents IA qui gèrent ces tâches chronophages que vous jongliez. Arrêtez de vous éparpiller. Le marketing et la construction d'une entreprise sont déjà assez difficiles. Arrêtez d'éteindre des incendies. Commencez à faire des mouvements majeurs avec HubSpot. Visitez hubspot.com marketers pour plus d'infos. Je voudrais juste comprendre ce qui vous a amené à choisir le nom de Minority Mindset lorsque vous avez lancé votre chaîne YouTube. Oui, donc quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je l'ai commencé un peu par accident. J'étais en école de droit à l'époque. Je ne voulais pas être avocat. Je suis allé à l'école de droit pour faire plaisir à mes parents qui étaient déçus que je ne devienne pas médecin. Et j'avais dirigé un certain nombre d'entreprises entrepreneuriales. Je voulais être entrepreneur, mais dans ma maison indienne traditionnelle, mes parents sont des immigrants du Punjab, en Inde. Mes parents souhaitaient que j'aie un métier stable, comme médecin ou avocat, en tant que plan B. Ils veulent que je fasse quelque chose. Mais j'avais ce genre de, je ne sais pas ce que c'était, cette envie de construire une entreprise. Et donc j'avais entrepris beaucoup d'aventures entrepreneuriales et j'ai eu la chance de voir un certain nombre de succès. J'ai aussi vu un certain nombre d'échecs. Je me suis aussi lancé dans l'immobilier pendant mes études universitaires. Donc, je faisais beaucoup de choses différentes. Et pour mettre les choses en perspective, c'était à l'époque, j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2011 lorsque les prix des logements étaient bien moins chers qu'aujourd'hui. Mais j'ai été escroqué à plusieurs reprises. J'avais une sorte de blague récurrente selon laquelle chaque fois que je commence une nouvelle entreprise, je dois me faire arnaquer ou escroquer d'une manière ou d'une autre. Mon premier vrai, ce n'est pas bien. Oui, c'était dur parce que je ne savais vraiment pas ce que je faisais. Ma première vraie entreprise a été lorsque j'étais à l'université. J'ai commencé une entreprise de promotion de soirées qui est devenue une entreprise d'organisation d'événements. J'organisais donc essentiellement des soirées dans des clubs. Et le premier événement que j'ai fait,
Le club a été fermé la veille de mon premier événement, donc ça a juste été un énorme gâchis. Je me suis impliqué dans l'investissement immobilier et j'ai été arnaqué par un entrepreneur. J'ai eu affaire à un gestionnaire de propriété et des locataires horribles. C'était juste un cauchemar pour commencer. Je me suis impliqué dans la vente de choses sur Amazon et puis j'ai eu des problèmes car apparemment nous vendions des produits contrefaits, pas de vrais produits. Donc c'était, tu sais, l'adolescence tardive et le début de la vingtaine étaient une période d'apprentissage intense. Et puis j'ai créé cette entreprise de chaussettes que j'allais lancer lors de ma première année de droit. Et j'ai été approché par une fausse entreprise de marketing. Je dis faux car à l'époque, j'ignorais qu'ils l'étaient. Ils sont venus vers moi en me promettant de grandes choses. Qu'est-ce que c'est faux? Exactement. Qu'est-ce que c'est faux? Ils étaient de réels dans mon esprit à l'époque, mais ils m'ont promis beaucoup de choses. Je leur ai payé beaucoup d'argent. Et ensuite, je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Donc, mon budget marketing était parti. Je devais encore lancer l'entreprise. Notre objectif était de vendre pour 10 000 $ de chaussettes lors des 30 premiers jours de précommande. Nous avons fini par faire un peu plus de 21 000 $. C'était donc un lancement réussi, malgré le fait que cette entreprise de marketing m'avait un peu brûlé avec mon budget marketing. J'étais alors simplement frustré. J'ai créé un cours Udemy sur comment lancer une entreprise en évitant les pièges, sous le pseudonyme de Mentalité minoritaire, et je l'ai vendu pour environ 7 $. Et beaucoup de gens l'ont aimé. Je l'ai fait sous le pseudonyme demandé Esprit minoritaire. Pour moi, penser différemment de la majorité était essentiel pour bâtir une entreprise prospère. Et les personnes qui étaient dans ce cours ont dit « J'aime vraiment ça ». Avez-vous une page sur les réseaux sociaux? Et j'ai dit non parce que, encore une fois, je travaillais sur mon entreprise de chaussettes. C'était ma vraie activité que je menais en plus d'aller à l'école de droit. J'ai accepté de créer une page sur les réseaux sociaux. Je me suis inscrit sur Instagram et j'ai créé une page de mentalité minoritaire. Et je publiais les mêmes choses sur ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise, sur le lancement d'une entreprise ou sur l'investissement et la gestion générale de l'argent, parce que ce sont des choses qu'on ne m'a jamais enseignées. Et je recevais ces commentaires de personnes disant « Pouvez-vous faire un article de blog? Pouvez-vous commencer un blog avec des articles plus approfondis? » Et j'ai répondu que non, l'anglais est ma deuxième langue. Vous ne voulez pas que j'écrive un blog. Ce ne sera pas une très bonne écriture. Mais je pourrais parler. Je viens de commencer à créer du contenu sur YouTube. J'ai encore agi sous le pseudonyme Minority Mindset. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas commencé Minority Mindset avec l'objectif d'essayer de gagner de l'argent. Je l'ai fait simplement parce que je voulais quelqu'un à qui parler des choses, des merdes que vous devez traverser en tant qu'entrepreneur et des choses que j'aurais aimé que quelqu'un me dise parce que je dirais à mes amis ces trucs sur la gestion de l'argent et l'investissement. Et finalement, ils s'ennuieraient et ils voudraient parler d'autres choses. Et je suis genre, mec, tu ne comprends pas. Tu dois investir ton argent. Alors j'ai pensé que ce serait plus facile si je parlais à une caméra parce que la caméra ne se plaint pas. Et je me souviens, quand j'avais environ 10 000 abonnés, et c'était avant que YouTube n'impose des exigences de monétisation. Vous pouvez monétiser toute chaîne YouTube, quel que soit le nombre de vues, dès que vous commencez. Il n'y avait pas de minimum. Et je me souviens qu'un de mes très bons amis m'a demandé combien d'argent je gagne grâce à YouTube. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a répondu que c'était grâce aux pubs sur YouTube. J'étais genre, je ne sais pas de quoi tu parles. Il va sur YouTube avec moi, regarde ma plateforme et me dit que si je clique sur un certain bouton, je pourrais activer les publicités et commencer à gagner de l'argent. J'étais surpris. Je faisais ça simplement parce que j'aimais le faire. J'ai commencé à gagner un peu d'argent grâce à YouTube, mais c'était secondaire car je gagnais principalement de l'argent avec l'entreprise de chaussettes. J'utilisais cet argent pour acheter de l'immobilier et faire des vidéos YouTube en parallèle. Un peu ici et là, je faisais juste 2 ou 3 vidéos par semaine à l'époque, donc ce n'était pas une énorme chose. C'était juste quelque chose que je faisais en arrière-plan. La chaîne Minority Mindset a alors commencé à grandir et j'ai dû prendre une décision maintenant. Que dois-je faire? Est-ce que je veux construire une entreprise de chaussettes dont j'aime l'idée de construire une entreprise, mais je ne suis pas si passionné par les chaussettes? Ou est-ce que je veux construire cette chose de médias financiers? Je ne sais pas ce que c'est ou ce que ce sera. Ce n'est pas vraiment en train de faire beaucoup d'argent.
Nous avions environ 100 000. J'avais environ 100 000 abonnés sur YouTube, ce qui est vraiment bien. Mais cela ne rapportait pas autant d'argent par rapport à ce que je faisais dans le commerce de chaussettes. Je me suis demandé où placer mon attention dans cette activité que j'aime vraiment, même si elle ne rapporte pas d'argent. J'apprécie vraiment cette éducation, ces actualités et ces choses financières. Les chaussettes sont une entreprise rentable que j'apprécie, et donc je me suis juste dit, quand j'aurai 65, 75 ans et que je regarderai en arrière ma vie, qu'est-ce qui me rendrait plus heureux et fier? Et j'ai pensé que ce serait de faire quelque chose que j'aime vraiment, de diffuser l'éducation financière, les choses que j'aurais aimé apprendre. Et donc, j'ai décidé de le faire. Puis, Minority Minds s'est développé, et c'est alors devenu le tremplin pour Briefs Media, qui est l'entreprise que je dirige aujourd'hui. Ironiquement, beaucoup de gens me connaissent pour Minority Mindset, mais je passe la plupart de mon temps à diriger Briefs Media. J'appelle Minority Mindset mon passe-temps car je m'y consacre en dehors du travail. Je passe mon temps à diriger Briefs Media, qui est une entreprise de médias financiers. Comme mentionné, nous avons notre newsletter gratuite, Market Briefs, où nous publions quotidiennement les dernières nouvelles des marchés financiers. Ensuite, nous avons d'autres produits comme des newsletters payantes et d'autres plateformes éducatives également. Et son application, mais tout a commencé avec cette idée d'être contrarié et ensuite d'utiliser ce mécontentement pour faire quelque chose. J'adore ça. Et je crois aussi, je veux dire, il y a quelque chose que vous avez souligné. Vous avez parfaitement appliqué le cadre de minimisation des regrets. Vous savez, atteindre 65 ans, puis regarder en arrière et me demander ce que je vais faire de ma vie pour ne pas avoir de regrets et ce qui va me rendre heureux. Mais je crois vraiment aussi, je pense que votre histoire, vous êtes plus avancé dans votre voyage que moi. Je n'ai pas 1 million d'abonnés et une entreprise de médias entière, mais je viens aussi de la construction et de la gestion d'entreprise. Et je crois que si vous avez compris quelque chose et que ce podcast est en quelque sorte le résultat de cela, vous comprenez quelque chose où vous avez accès à des personnes, où vous pouvez raconter une histoire, vous pouvez tirer des idées et de la sagesse. Je pense que vous faites un peu de tort au monde si vous ne le faites pas, si vous n'enseignez pas et vous ne saisissez pas cette opportunité. Je veux dire, vous avez traversé toutes ces conneries et c'est ce que vous enseignez aux gens maintenant, afin qu'ils n'aient pas à traverser toutes ces conneries dans leur propre vie, n'est-ce pas? Comme les gens n'ont pas à réinventer la roue. Ouais. Tu réalises un travail remarquable. Ta marque, ta chaîne et ton podcast connaissent un grand succès. Alors définitivement, ne dis rien de mal à ce sujet parce que tu fais un excellent travail. Mais je pense que pour élaborer un peu sur ce que tu as dit, je pense que tout le monde doit passer par les difficultés si tu veux faire quelque chose de différent. J'ai eu la chance de passer par là plus tôt, et je pense que c'est ce qui m'a permis de minimiser les regrets dont tu parles. Et je n'avais jamais entendu ce terme avant que tu ne le dises. Mais ce que cela m'a fait penser, c'est que j'ai dû apprendre cela à l'université. La raison était que j'ai commencé dans l'industrie de la promotion de fêtes et de l'organisation d'événements. Mais la partie de l'histoire que je n'ai pas mentionnée est que je n'aime pas faire la fête, ce n'est pas mon truc. Je ne bois pas d'alcool, je ne buvais pas d'alcool, je n'étais pas dans les fêtes, c'était juste quelque chose que je comprenais parce que je travaillais avec des DJ depuis un certain temps. Je travaillais dans l'industrie du mariage depuis que j'étais au début du lycée, peut-être même à la fin du collège. Donc, je connaissais les DJ de l'industrie et je comprenais un peu l'espace de l'organisation d'événements. Donc, cela avait du sens pour moi d'entrer dans cette industrie. Et quand j'étais, en 2e ou 3e année, cette entreprise de promotion de fêtes est devenue assez grande. Elle est devenue une entreprise d'organisation d'événements, fêtes, concerts et spectacles. J'avais un contrat avec l'un des plus grands clubs du campus. Je suis allé à l'Université du Michigan à Arbor. Donc, c'était une grande école. J'avais un contrat avec l'un des plus grands clubs du campus. Je n'avais même pas 21 ans à l'époque, probablement 19 ou 20 ans, quand j'animais leur soirée universitaire tous les jeudis. Nous organisions beaucoup de choses différentes. Je me suis mis au concert et à faire d'autres activités. Chose dans cette industrie aussi, c'est grand. C'est une grande échelle pour quelqu'un qui n'est pas dans le droit. C'est comme si tu devais te sentir super mal planifié quand tu faisais ça. Ce qui s'est passé, c'est que vers ma dernière année, j'ai dû prendre une décision sur mon avenir professionnel, car malgré un meilleur salaire, je détestais de plus en plus cette entreprise. Un sentiment étrange s'installait. Et j'étais vraiment en conflit parce que je me regardais et je me disais, je n'aime pas ça. Je ne souhaite pas encourager l'alcool. Je ne veux pas promouvoir les fêtes parce que je suis contre ça. Pourtant, j'en tire de l'argent.
Cela n'avait pas de sens pour moi. Donc, cela m'a vraiment fait commencer à réfléchir à ce que je veux être, que veux-je faire. Parce que j'ai fait ça parce que c'était une lutte. À 17 ans, quand on cherche à gagner de l'argent, on est prêt à tout essayer, non? Vous trouvez toutes les combines possibles pour gagner un peu d'argent. C'est ce que c'était au début. Et puis j'ai eu la chance que ça se développe, et puis j'ai dû me rendre compte que ce n'est pas quelque chose que je voulais faire. Alors au lieu d'essayer de développer cela, où je suis très confiant que j'aurais pu en faire une assez grande entreprise, j'ai simplement arrêté de le faire. Je n'ai même pas pensé à le vendre. Plusieurs personnes m'ont suggéré de considérer vendre cette entreprise ou faire quelque chose de similaire. Nous manquions de système de vente. Ça m'aurait pris plus de temps. Je ne me souciais même pas de le faire. Je voulais juste arrêter. Alors j'ai juste arrêté et c'était abrupt et je détestais ça. Et donc je ne voulais pas revivre ça encore une fois. La seule chose que je pense être très importante, je comprends. Je pense que c'est un point intéressant. Et en fait, parlons-en maintenant. Car ensuite, j'ai une autre question à propos. C'est un peu comme le nom de la chaîne ou la nomenclature de la chaîne. Je trouve intéressant que vous ayez mentionné devoir penser différemment. Et je veux vraiment comprendre ce qu'est cet état d'esprit différent, ce qu'est cet état d'esprit minoritaire par rapport à ce que tout le monde, ce que l'état d'esprit majoritaire est quand il s'agit d'argent et d'affaires. Je vais y aller dans une seconde, mais d'abord... Donc, vous avez mentionné quelque chose d'intéressant. Donc, vous construisez cette entreprise, c'est totalement désaligné et vous avez juste l'impression que vous devez l'arrêter parce que vous gagnez de l'argent sur quelque chose en quoi vous ne croyez pas maintenant. C'est intéressant parce que c'est toujours en train de gagner de l'argent. Et je vous ai entendu parler auparavant de vous savez qu'il y a en quelque sorte 5 règles pour créer de la richesse ou 5 éléments pour créer de la richesse. Et la première chose que vous devez déterminer est comment gagner de l'argent et gagner cet argent de quelque manière que ce soit, évidemment, légalement et éthiquement. Mais cela n'a pas vraiment d'importance dans quelle entreprise vous vous lancez. Trouvez simplement un moyen de gagner de l'argent. Quand vous dites aux gens qu'ils doivent gagner de l'argent, y a-t-il un composant de ce message ou de cette leçon qui est axé non seulement sur le fait de gagner de l'argent, mais gagner de l'argent avec quelque chose qui vous correspond ou qui vous passionne ou qui correspond à ce que le monde a besoin et ce que vous faites bien et ce dont le marché a besoin? Disons que quelqu'un est dans un travail qu'il déteste. Dites-vous qu'il devrait rester dans ce travail et gagner de l'argent pendant les 5 prochaines années? Ou y a-t-il une sorte de meilleur endroit où ils devraient passer leur temps et leurs compétences et leur talent pour gagner cet argent, où ils peuvent finalement l'investir et ainsi augmenter leur richesse? Réfléchissez bien à où ils devraient investir leurs efforts. Oui, je pense qu'il y a 2 parties à cette question. La première partie que j'aimerais souligner est qu'est-ce qui est bon pour vous? Et donc, l'une des choses dont je parle assez ouvertement et que j'enseigne, c'est que je crois que pour un investissement ou quoi que ce soit que je veux faire, il doit y avoir 3 parties. Premièrement, cela doit être financièrement viable, c'est-à-dire capable de générer des profits. Deuxièmement, cela doit avoir un sens juridique. Cela doit être légal. Troisièmement, cela doit avoir un sens moral. Et cette boussole morale sera différente de la vôtre. Elle sera différente pour moi. Elle sera différente pour chaque personne écoutant et regardant cette vidéo. Donc, c'est la première partie. Ensuite, vous avez demandé, que se passe-t-il si c'est quelque chose que vous détestez? Oui, financièrement, c'est vraiment bon. C'est légal et moralement, oui, c'est tout à fait correct. Je déteste simplement le travail. Vous devez d'abord faire ce qui paye les factures. Je veux dire, vous devez faire ce que vous devez faire pour manger. Faites le nécessaire pour votre famille. Comme moi, vous savez, la façon dont je le vois, en tant qu'homme de la maison, je dois soutenir ma femme. Je dois soutenir ma famille, et c'est mon travail. Même si cela implique de faire quelque chose que je déteste, je le ferai car c'est mon devoir en tant qu'homme. Et donc, vous savez, vous devez être prêt à faire ce que vous devez faire. Maintenant, si vous détestez beaucoup cela, alors vous devez trouver comment vous en sortir et comment gagner assez d'argent pour soutenir votre famille pour vous en sortir. Cela pourrait signifier travailler de 9h à 17h, 18h ou 19h à votre emploi. Et puis de 7 à 10h, vous devez trouver comment vous allez gagner de l'argent autrement en faisant quelque chose que vous aimez si vous détestez vraiment autant cela. Il y a un dicton dont je suis honnêtement un peu lassé d'entendre, mais il dit que lorsqu'on en a assez d'être malade et fatigué, on finit par trouver quelque chose. Mais c'est vrai dans le sens où vous devez vraiment trouver ce qui est important pour vous. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien, je dois passer du temps avec ma femme et mes enfants ou quoi que ce soit. D'accord, de 7 à 10, votre femme et vos enfants, 10 heures du soir.
À partir de là, déterminez ce que vous devez faire, et vous devez faire des sacrifices quelque part. Vous devrez peut-être sacrifier un peu de sommeil pendant un moment. Il est possible que vous deviez sacrifier vos week-ends temporairement. Vous devrez peut-être renoncer aux vacances pour un temps. Mais si vous ne voulez pas continuer, vous devez trouver une solution pour subvenir aux besoins et soutenir votre famille. Et ce que vous avez dit est 100% correct. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous allez pouvoir en faire beaucoup plus. Vous allez pouvoir travailler beaucoup plus dur. Vous allez pouvoir être beaucoup plus innovant. Le moment où je dormais le plus, où je faisais le plus de siestes et où je me sentais le plus épuisé et le plus vidé de ma vie, c'était quand je révisais pour l'examen du barreau après l'école de droit. J'étais tellement fatigué physiquement, mentalement et émotionnellement quand je révisais pour cet examen. Je veux dire, l'examen du barreau n'est pas une blague, c'est stressant, mais tout comme diriger une entreprise. J'ai travaillé de longues heures en dirigeant une entreprise, mais il y a un type de stress différent et juste un épuisement quand c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas vraiment. Comme, oui, vous savez, j'aime le droit, mais je ne le faisais pas pour moi. Je savais que je ne voulais pas être avocat. Bien qu'agréé, je n'ai jamais exercé en tant qu'avocat. Je l'ai fait pour mes parents. Mais cette crainte m'a vraiment aspiré beaucoup d'énergie. Dès la fin de l'examen du barreau, le jour même où il s'est terminé, j'ai alors recommencé à travailler sur mon entreprise. Je m'y suis remis. Le lendemain, je suis allé directement dans mon bureau et c'était comme une nouvelle vie. Vous devez donc trouver un équilibre entre tous ces aspects. C'est vraiment intéressant. Vous avez souligné qu'il y a des saisons dans votre vie. Donc, quand vous détestiez ce genre d'événements, de fêtes, de promoteurs, de travail, d'organisateurs, vous étiez jeune et vous avez pris des risques et vous avez essayé des choses. Et vous, je suppose qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas encore de femme et vous n'aviez pas encore d'enfants. Donc, vous ne pouvez pas simplement abandonner. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui est l'un des avantages de prendre ces risques très jeune dans votre carrière, très tôt dans votre carrière. Si vous avez ces responsabilités, alors vous devez juste être un peu plus stratégique. Vous ne pouvez pas simplement, si vous êtes dans une entreprise que vous détestez ou un travail que vous détestez, vous ne pouvez pas simplement l'arrêter. Si des personnes dépendent de vous, ce sera plus difficile, mais c'est le jeu auquel vous participez. Et je pense que les gens doivent comprendre à quelle saison de leur vie ils se trouvent et le profil de risque et l'allocation de leur temps et leur bande passante et ensuite structurer tous les conseils que vous entendez à partir de cette perspective ou de ce point de vue. Je pense que c'est super important. Absolument, mon ami. Je suis d'accord. J'allais dire donc d'accord. Donc nous allons avancer. C'est la première question que je pose depuis 20 minutes. Mais je pense que c'est très important et nous allons passer au nom de votre chaîne YouTube. Et très bientôt, mais encore une fois, en revenant à ce que j'ai mentionné auparavant, l'esprit minoritaire, l'esprit différent que vous deviez avoir pour réussir presque tout dans votre vie, dans votre entreprise. Qu'est-ce qui différencie cet esprit de l'esprit de 99% de la population, de la majorité? Pour la plupart des choses, si la majorité des gens font quelque chose, prenez du recul et demandez-vous pourquoi. Et cela vaut vraiment pour tout. Quand je suis arrivé à l'université, voici mes histoires personnelles. En arrivant à l'université, j'ai vu tout le monde faire la fête. J'ai dit que je ne voulais pas aller aux fêtes, mais que je pourrais peut-être y gagner de l'argent. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. J'ai commencé cette entreprise de promotion de fêtes à 17 ans, quand j'avais 19 ans. À 19 ans, je préparais le Medical College Admission Test, l'examen d'entrée en faculté de médecine, car j'envisageais alors de devenir médecin. Et j'avais économisé un peu d'argent. C'était en 2011 quand les prix de l'immobilier avaient atteint leur plus bas niveau. Et j'ai commencé à lire des livres sur la gestion de l'argent et l'investissement. Et ces livres parlaient de comment les gens riches possèdent de l'immobilier. J'ignorais la signification de cela et ne connaissais aucun investisseur immobilier. Ce concept m'était totalement étranger. Et j'ai commencé à parler aux gens que je connaissais, qui avaient de l'argent. Tous disaient d'éviter l'immobilier car il entraîne des saisies immobilières. Il provoque des faillites. Il rend les gens pauvres. C'était la mentalité autour de l'immobilier après 2008, mais j'ai vu cela comme une opportunité. Lorsque les gens dépensaient et gaspillaient de l'argent sans vouloir investir, je n'en avais pas beaucoup. J'avais un revenu convenable pour un jeune de 19 ans, mais je connaissais des enfants qui avaient beaucoup plus d'argent. Quand j'ai parlé d'investir dans l'immobilier, tout le monde m'a dit que j'étais stupide. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à acheter de l'immobilier. Mon premier achat immobilier était un appartement en copropriété saisi par la banque. Cela peut sembler fou, mais cela illustre la dynamique de l'époque.
C'était un appartement en copropriété de 1000 pieds carrés que les précédents propriétaires avaient acheté pour un peu plus de 150 000 pieds carrés. Pardon, un peu plus de 150 000 $. Il a subi une saisie. Les banques n'ont pas réussi à vendre cet appartement en copropriété que j'ai finalement acheté pour 8 000 $. Paul compte le prix total de l'appartement en copropriété. J'ai investi 4 000 $ de travaux, puis je l'ai loué pour 300 $ par mois. Maintenant, j'ai fait tellement d'erreurs. Je veux dire, je pourrais parler pendant 2 heures des erreurs que j'ai commises avec ce condo parce que j'ai fini par être poursuivi à cause de ce condo. J'ai fini par avoir une horrible entreprise de gestion immobilière. J'ai eu un horrible entrepreneur, mais j'en ai beaucoup appris. C'est donc cette volonté d'essayer des choses, de faire des erreurs, de prendre des risques et d'aller à contre-courant. Je veux dire juste l'idée entière que si vous voyez tout le monde faire quelque chose, regardez l'Amérique aujourd'hui. La personne moyenne dépense de l'argent qu'elle n'a pas en essayant de paraître riche. Mais l'un des moyens les plus rapides de faire faillite est de vouloir paraître riche. Je veux dire, vous êtes à Miami. Regardez simplement autour de Miami. J'ai bien rigolé quand t'as dit que New York est tape à l'œil pour toi. Oh mon Dieu. Je veux dire, c'est comme un autre niveau. New York n'est pas... Si tape à l'œil dans le sens de « regarde ma voiture », c'est tape à l'œil. Si tu ne vaux pas 25 millions, ne me parle pas. C'est juste une ambiance différente là-bas. Mais j'adore New York. Je ne veux pas dénigrer New York. Je ne veux pas faire une scène comme ça. C'est une culture différente. J'aime aussi New York. J'apprécie le temps à Miami, mais je n'ai jamais vu autant de montres aussi chères à 500 000 $. Qui sait si elles sont vraies ou fausses, mais Miami a définitivement une ambiance différente, c'est sûr. Il faut être prêt à faire des choses un peu différentes. Et tu sais, l'histoire... Regarde, je suis têtu, d'accord. Et je pense que c'est l'une des choses qui a été un avantage et un inconvénient pour moi, que je suis très têtu. Je le suis moins maintenant, grâce à ma femme, qui a réussi à adoucir un peu ma tête dure. Mais j'étais extrêmement têtu. Si quelqu'un me disait que je ne peux pas faire quelque chose, je m'engageais à fond pour faire cette chose. Et donc, une des choses que j'ai réalisées quand j'ai compris la différence entre un actif et un passif, j'ai changé ma vie. Comme moi, au début, quand j'ai commencé à gagner de l'argent. Je considérais mon argent comme un dépôt direct, passant directement de mon compte bancaire à des investissements dans ma voiture et des montres, comme vous l'avez mentionné. C'est là que mon argent allait. J'avais tout clouté à l'âge de 15 ou 16 ans. J'ai acheté ma première montre cloutée à 1000 $ grâce à mon travail d'hôte et mes activités au lycée. Chaque fois que je gagnais de l'argent, je le dépensais. Ma voiture était équipée au maximum. Et quand je lisais des livres sur la gestion de l'argent et que j'apprenais sur les actifs et les passifs, je ne savais pas ce qu'était un actif. Je ne connaissais pas la notion de passif. J'étais vraiment choqué et préoccupé car je n'avais jamais lu un livre en entier auparavant. Même avec mes propres livres en classe d'anglais, j'étais nul dans cette matière. J'ai failli échouer dans ma classe d'anglais au collège parce que je n'étais pas bon en lecture. Mais quand j'ai commencé à lire ces livres de gestion d'argent et de business, c'était un monde complètement différent que je devais continuer à lire. J'ai cessé toute dépense. Malgré mes propriétés en location, je portais des chaussures trouées. J'avais scotché mes chaussures ensemble pour éviter d'en acheter de nouvelles. Je suis passé d'un extrême à l'autre. Et j'ai fait ça pendant longtemps parce que je voulais maintenant acheter des actifs. J'ai gagné de l'argent pour acheter des biens. J'ai gagné de l'argent pour investir dans l'immobilier locatif. J'ai gagné de l'argent pour acheter des actions. Je l'ai fait car je n'avais jamais appris à investir auparavant. Quand je l'ai appris, je ne voulais pas tout gâcher. Alors je suis allé à 110%. Pleinement dans cette voie. Vous pensez que c'est... Donc parlons de la création de richesse par rapport à simplement gagner de l'argent ou simplement essayer de devenir riche, parce que ce que vous décrivez est un peu comme la création de richesse 101. Je pense donc qu'il est important de souligner le processus que vous avez suivi et comment vous avez examiné les actifs, les passifs et les investissements. Décrire ce que font la plupart des gens par rapport à ce que vous faisiez, mais aussi, je pense qu'un point intéressant est la manière dont vous l'avez fait. Est-ce la façon dont les gens devraient le faire s'ils veulent de bien construire, Buck? La façon dont vous devriez le faire est ce qui est bon pour vous. La finance personnelle est appelée ainsi car elle est propre à chaque individu. Et en fin de compte, l'accumulation de richesse se résume à 3 choses. Tiers des temps retourne dollar. La seule chose incontrôlable est le temps. Mais ce que nous savons, c'est que plus votre argent a le temps de grandir, plus vous pouvez accumuler de richesses. Mais laissez-moi revenir en arrière juste une minute.
Vous accumulez de la richesse en investissant votre argent. Ce n'est ni en économisant ni en dépensant votre argent. C'est en gagnant de l'argent, en ne dépensant pas cet argent, puis en l'investissant. 3 classes d'actifs ont créé plus de richesses que toute autre chose en Amérique au siècle dernier: la création d'entreprises, l'achat d'actions et l'achat de biens immobiliers. La plupart des Américains ne devraient pas créer d'entreprise, mais tous devraient en posséder une. Comment faites-vous cela? En investissant dans des actions ou en investissant dans l'immobilier. Pour construire de la richesse, il faut être investisseur. Maintenant, la question est, comment investissez-vous votre argent et comment devenez-vous riche? Cela revient à la TRD. Donc, lorsque vous investissez votre argent, plus votre argent a de temps pour grandir, plus vous allez devenir riche. Mais nous ne pouvons pas remonter le temps et commencer à investir il y a 5 ans. Donc, cela ne peut pas changer. La meilleure chose à faire est de commencer le plus tôt possible plutôt que plus tard. Ensuite, c'est retour. Plus les rendements sur votre argent sont élevés, plus il croît rapidement, accélérant l'accumulation de richesses. Je veux dire, vous pouvez y penser en termes de combien de temps cela va vous prendre pour doubler votre argent. Si vous mettez 1 siècle à doubler votre argent, vous ne deviendrez jamais riche. Mais si vous pouviez le faire en 5 ans, vous commencez à voir la puissance de la capitalisation. Vous pouvez investir plus d'argent, le doubler, le faire croître et continuer ainsi. Et la dernière partie est 5 cents $. Investir plus de dollars vous rendra plus riche. La question est de savoir comment investir davantage. Pour économiser, vous pouvez réduire vos dépenses ou augmenter vos revenus. Il n'y a pas d'autre moyen de contourner cela. Et au début, dépenser moins est la chose la plus simple à faire. C'est ainsi que j'ai commencé sans dépenser d'argent. Ainsi, je pouvais investir davantage d'argent. Donc, j'ai dépensé le moins possible. Le problème est qu'il y a une limite à la réduction possible. Il y a une limite aux économies que vous pouvez réaliser sur votre budget. Mais il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez gagner. Cependant, il est toujours judicieux de tenter de réduire ses dépenses. Vous devez être capable de dépenser moins, car si vous ne savez pas comment dépenser moins que ce que vous gagnez, vous n'allez jamais construire de richesse. Mais ne vous laissez pas prendre au jeu où tout ce que vous faites est de dépenser moins. Au départ, je me suis concentré sur la réduction des dépenses, encore et encore. Et j'ai vraiment réduit mes dépenses, ce qui me convenait parce que cela correspondait à ma personnalité. Mais je ne pense pas que la personne moyenne voudrait faire ce que j'ai fait. Donc, si vous ne pouvez pas dépenser moins à quelque niveau que ce soit, vous dépensez moins ce que vous pouvez, où vous pouvez, aussi extrême que vous pouvez, puis vous cherchez des moyens de gagner plus d'argent. Et maintenant, vous allez dire, eh bien, comment faites-vous cela? Encore une fois, cela dépendra de vous, car la finance personnelle est propre à chacun. Vous travaillez peut-être pour demander une augmentation à votre patron. Peut-être que vous obtenez un 2e emploi. Peut-être que vous cherchez un nouvel emploi. Vous envisagez une reconversion professionnelle et obtenez un certificat en ligne. En dépensant 500 $ en ligne, vous pouvez obtenir un certificat pour un nouvel emploi potentiellement rémunéré entre 70 et 110 000 $ par an, selon le poste. Que vous démarriez une activité secondaire, un travail d'appoint ou une entreprise entière, cela va dépendre de ce qui est bon pour vous. Avez-vous, je veux dire, la finance personnelle est personnelle, mais quand vous regardez un ratio sain, peut-être pour que les gens comprennent, encore une fois, le public pour... Ceci est une large gamme. Certains d'entre eux investissent depuis longtemps et ils comprennent ce jeu. Certains d'entre eux sont probablement nouveaux dans la finance et ils essaient de comprendre qu'ils sont dans un travail de 9 à 5/2 et ils sont un peu entrepreneurs, mais ils sont également concentrés sur la finance et ils ne sont pas super financièrement alphabétisés, mais ils comprennent que certains de leurs amis font de l'immobilier et des actions et ils veulent aussi démarrer leur propre entreprise. Il y a toutes ces idées qui ruminent dans leur tête et ils essaient de comprendre quoi faire. Il y a tellement d'options différentes. Alors, d'un point de vue entrepreneurial, je dirais, ne quittez pas votre travail de 9 à 5. Pour gagner plus d'argent, envisagez de commencer un travail secondaire ou de mettre à profit vos talents et compétences pour attirer des clients. Comme vous l'avez dit, vous travaillez de 9 à 5 ou de 9 à 7, puis vous prenez votre temps libre le soir ou le week-end pour faire un peu de travail en freelance et vous pouvez ainsi commencer à découvrir l'entrepreneuriat. Et cela peut vous faire gagner un peu plus d'argent, mais disons que vous avez ce pot d'argent qui provient de votre travail et de votre travail à côté et de votre entrepreneuriat ou de votre quoi que ce soit. Quels sont les bons ratios auxquels les gens devraient penser pour qu'ils puissent consacrer 10 montants d'argent à leur loyer ou à leur hypothèque et 10 montants d'argent à l'investissement? Juste quelques bonnes pratiques basées sur une tolérance au risque moyenne de quelqu'un d'environ
25 à 35 ans. Une règle simple que je dis est un plan 75-75-10 pour chaque dollar que vous gagnez, 0,75 $ est le maximum que vous pouvez dépenser. Le minimum à investir est de 0,15. Vous économisez au moins 0,10 €. Créez 3 comptes bancaires différents, un pour votre argent de dépense, un pour votre argent d'investissement et un pour votre argent d'épargne, puis automatisez ce processus. Automatisez-le. La plupart des banques le font gratuitement. Si la vôtre essaie de vous facturer, changez-en. Et la raison pour laquelle vous voulez l'automatiser dans différents comptes bancaires est que vous ne voulez pas dépenser accidentellement votre argent d'investissement pour une nouvelle télévision. Vous ne souhaitez pas dépenser par mégarde votre épargne dans l'achat d'une voiture. Votre épargne est là pour vous protéger en cas d'imprévu. Votre argent d'investissement est ce qui va être utilisé pour investir dans votre immobilier, vos actions, les livres que vous voulez apprendre ou pour tout autre investissement que vous pourriez avoir. Et votre argent de dépense est ce que vous utilisez pour payer votre hypothèque ou votre loyer, pour payer votre voiture, pour payer vos courses, pour payer vos vacances et tout ce qui se trouve entre les deux. Et la raison pour laquelle je le dis ainsi, c'est parce que tout le monde est différent. Certains d'entre vous vont dire « Je veux une voiture plus belle ». D'autres diront préférer vivre dans un lieu plus plaisant. D'autres diront qu'ils peuvent y vivre dans une petite boîte, peu importe le reste. Je préférerais voyager. Et c'est très bien. Mais tant que vous dépensez selon vos moyens et mettez de l'argent de côté pour investir et économiser, alors c'est dans votre plan de dépenses. C'est une manière simple de débuter. Avons-nous aux États-Unis en particulier, parce que je suis sûr que je connais la réponse à cela, mais vous vivez dans cet espace, donc vous devez avoir quelques données ou quelques idées. Avons-nous un énorme problème de création de richesse si nous regardons simplement parce que je pense que je suis définitivement très biaisé parce que je parle à des entrepreneurs toute la journée et je parle à des gens qui ont réussi à vendre leurs entreprises. Donc, je n'ai aucune compréhension de l'individu moyen et de ce que les gens traversent parce que je suis juste, je suis très chanceux. Mon petit cercle d'amis ici, c'est fabuleux, mais ce n'est pas la réalité. Je ne pense pas que beaucoup de gens soient financièrement éduqués. Peu de gens investissent, selon moi. Je vous donne un exemple personnel. Je regarde mes parents. Ils n'investissent pas dans l'immobilier et les actions comme ils le devraient. Ils ont un gestionnaire d'argent et un gestionnaire financier. Et c'est bien, mais ce ne sont pas les stratégies que les personnes les plus réussies dans mon cercle d'amis utilisent. Par exemple, quel est l'état actuel de la création de richesse aux États-Unis? Actuellement, environ 70 à 80% des Américains, et la raison pour laquelle je donne une fourchette est parce que cela dépend de l'étude, mais quelque part, entre 7 à 10% des Américains vivent de chèque de paie en chèque de paie. Cela signifie qu'ils n'ont pas d'argent supplémentaire à économiser ou à investir. La moitié des Américains n'investissent pas du tout et n'ont jamais investi. Cela signifie pas d'économie, d'investissement, de marché boursier, d'or, d'immobilier, de retraite, ni de 401k. Donc, si vous marchez dans la rue, cela signifie que pour 7 personnes sur 10 que vous voyez, en réalité plus près de 8 personnes sur 10 que vous voyez, mais nous arrondirons à la baisse, ce sont des personnes qui n'ont presque rien sur leur compte bancaire. Plus de la moitié des Américains n'ont pas 1 000 $ à leur nom. Et c'est l'état moyen de l'Amérique. Maintenant, il y a 2 raisons à cela. Il y a le problème de vous, et puis il y a le problème de moi. Le problème de moi, c'est que je dépense trop d'argent, je ne sais pas comment gérer mon argent et j'achète trop de choses stupides. Cela s'applique à tout le monde, mais il y a aussi le problème de vous, qui est comment le système économique maintient beaucoup de gens fauchés. Et c'est quelque chose qui échappe à notre contrôle. Et ce que je veux dire par là, c'est que si nous regardons les 5 dernières années, entre 2019 et 2024, le revenu moyen des ménages en Amérique a augmenté de un peu moins de 18%, mais je vais arrondir à 18%. Ainsi, le revenu médian des ménages en Amérique a augmenté de 18%, tandis que le taux d'inflation moyen, l'inflation déclarée, était juste au-dessus de 23%. Au cours de la même période, les prix de l'immobilier ont augmenté d'un peu plus de 50%. Cela concerne la location et l'achat. Et en même temps, le S&P 500 a augmenté de plus de 80%. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Au cours des 5 dernières années, l'Américain moyen qui travaille pour obtenir un salaire est devenu plus pauvre parce que leurs salaires n'ont pas suivi l'inflation. Cela implique de consacrer une plus grande part de votre budget à l'achat de nourriture. Vous devez dépenser plus pour payer votre loyer ou hypothèque. Vous devez dépenser plus d'argent pour survivre, laissant moins à économiser et à investir, si possible. En même temps,
l'investisseur moyen est devenu disproportionnellement plus riche. Au cours des 5 dernières années, l'inflation moyenne était de 23,1 % et les prix des logements ont augmenté de 50 %. Ainsi, investir dans l'immobilier offre de fortes chances d'augmentation des revenus locatifs. Vos loyers ont probablement augmenté, sauf si vous possédez vos propres bureaux qui ont été durement touchés. Mais la bourse a aussi augmenté. Le S&P 500 a grimpé d'environ 80 %, offrant aux investisseurs un rendement exceptionnel. La personne moyenne est devenue plus pauvre. À cause de quelque chose appelé inflation. L'inflation n'a pas commencé en 2019 ou 2020. L'inflation se produit depuis des décennies, mais elle est devenue un sujet brûlant après 2020 à cause de son extrême intensité sur une période de 5 ans, mais la même chose se produit décennie après décennie après décennie. Si vous regardez ce que dit la Réserve fédérale est notre banque centrale aux États-Unis. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent une inflation de 2 %. Et ce que j'aimerais que tout le monde pense quand ils disent cela, c'est pourquoi 2 %? Comment ont-ils déterminé ce pourcentage? Pourquoi pas 3 %? Ou pourquoi n'est-ce pas 1 %? En fait, pourquoi n'est-ce pas 0 % d'inflation? Parce que l'inflation signifie que vous devez dépenser plus d'argent pour acheter des produits alimentaires. Vous devez dépenser plus d'argent pour acheter des choses. Et l'inflation est là pour bénéficier à l'investisseur. Parce que lorsque vous voyez l'inflation, cela signifie que plus de dollars vont dans les mains des entreprises, ce qui signifie que plus de dollars vont dans les mains des investisseurs qui possèdent ces entreprises. L'inflation avantage de façon disproportionnée les investisseurs au détriment des Américains moyens non-investisseurs, car elle rend la consommation plus onéreuse dans son essence. L'inflation, c'est quand la valeur du dollar baisse, entraînant une hausse des prix. Donc, si vous devez dépenser plus d'argent pour acheter des choses, comme vous devez dépenser plus d'argent pour acheter des produits alimentaires, pour acheter un vol, pour acheter une voiture, cela signifie que la consommation devient plus chère, ce qui signifie que plus de dollars vont dans les mains des entreprises, ce qui signifie encore une fois que les investisseurs qui possèdent ces entreprises en bénéficient. Et c'est là que maintenant, vous devez comprendre que cela se produit. Ce changement économique se produit, il s'est produit dans le passé. Cela continuera et se reproduira à l'avenir comme par le passé. Depuis bien avant la pandémie, la raison pour laquelle la Banque de réserve fédérale veut une inflation de 2 % est parce que 2 % d'inflation est connu comme assez bas pour que la personne moyenne ne le remarque pas au jour le jour. Pendant la pandémie, nous sommes allés bien au-delà, c'est pourquoi c'était si extrême, et maintenant les gens commencent à ressentir cette pincée. De l'inflation, mais une inflation de 2 % est assez basse pour que la personne moyenne ne la remarque pas au jour le jour, mais elle se produit toujours, ce qui signifie que si vous devenez simplement un consommateur, en tant qu'employé et non investisseur, vous êtes victime de ce système économique. On ne nous apprend jamais cela, et c'est là que beaucoup se fâchent, mais pour gagner maintenant et battre ce système, vous devez regarder mon problème. Arrêtez de dépenser tant pour des choses stupides que vous ne pouvez pas vous permettre. Vous devez donc maintenant diminuer vos dépenses. De cette façon, vous avez de l'argent à investir. Il n'est pas nécessaire d'être riche pour en profiter, mais il faut savoir gérer son argent pour y parvenir. Regardez, ce système fait vraiment mal. Je n'avais pas réalisé que les chiffres que vous venez de mentionner, entre 70 et 80 %, c'est énorme. Donc la majorité des Américains ne se portent pas très bien du tout en ce moment. Et ce système d'inflation, si plus d'argent est censé revenir aux entreprises, je suppose en théorie que les salaires moyens sont également censés augmenter dans une certaine mesure parce qu'une partie de l'argent est censé revenir, censé revenir dans la main-d'œuvre, mais cela ne se produit pas et cela ne suit pas et les investisseurs sont avides et les actionnaires sont avides et les cours des actions montent et les investisseurs obtiennent plus d'argent et ils se versent plus et je pense probablement que très peu redescend vers l'employé moyen, ce qui comprime simplement leur budget comme vous le dites. Donc je pense que je suis juste curieux parce que je sais que vous avez des opinions à ce sujet. Pourquoi l'éducation financière est si mauvaise? Pas seulement aux États-Unis, je veux dire, venant aussi du Canada, je ne pense pas qu'il y avait vraiment d'éducation financière. Je pense que le système éducatif est très similaire. Il n'y avait vraiment pas grand-chose du tout. Pourquoi? C'est parce que c'est rentable de garder les gens financièrement stupides. Et ce que je veux dire par là, c'est regardons quelques exemples. Les banques profitent lorsque vous êtes endetté. Il n'est pas dans leur intérêt que vous ne soyez pas intelligent financièrement, car sinon, vous ne dépenseriez peut-être pas autant avec votre carte de crédit. Peut-être que vous ne financeriez pas cette voiture.
vous n'iriez probablement pas retirer de l'argent chez vous pour acheter un bateau. Les banques gagnent de l'argent quand vous êtes endetté, donc elles veulent que vous soyez endetté. Les entreprises profitent de vos dépenses. Ce n'est pas dans leur intérêt que vous soyez financièrement intelligent, car peut-être que vous y réfléchirez à 2 fois avant d'acheter un sac Gucci de 3 000 $. Les gouvernements profitent quand vous n'êtes qu'un simple employé. Maintenant, en tant qu'avocat agréé qui n'est pas votre avocat, ce que je peux vous dire, c'est que notre code fiscal est conçu pour bénéficier davantage aux investisseurs qu'aux employés. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous êtes un investisseur, vous pouvez bénéficier soit de taux d'imposition plus bas, soit de déductions fiscales plus élevées. En tant qu'employé W2, vous n'avez droit à aucun des 2 avantages. En tant qu'employé W2, vous payez des taux d'imposition sur le revenu ordinaire, les plus élevés du code fiscal. En tant qu'investisseur, vous pouvez bénéficier de taux d'imposition plus bas sur les gains en capital à long terme et de déductions fiscales plus importantes. Voici ce que vous obtenez en tant qu'investisseur financièrement éduqué, mais pas en tant qu'employé. Vous profitez lorsque vous êtes financièrement éduqué. Vous profitez lorsque vous êtes un investisseur. Mais c'est là que vous devez apprendre comment fonctionne le système. Et je vais aller encore plus loin. Parce que ces choses me dérangent vraiment. Parce que je n'ai jamais appris cela. Je n'ai rien appris de tout cela à l'école. Mes parents sont des immigrants d'un État en Inde appelé Punjab. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Ils ont travaillé très dur pour me donner une bonne éducation parce que ce qu'ils voulaient, c'était que leur fils devienne une personne instruite afin qu'il puisse ensuite devenir riche. Mais le problème avec cela est que nous supposons que la façon de devenir riche est de bien faire à l'école, d'obtenir de bonnes notes. Mais il y a une déconnexion ici. Nous vivons dans ce qu'on appelle un système capitaliste. Et dans un système capitaliste, la plupart des gens ne comprennent pas comment fonctionne un système capitaliste. Actuellement, c'est devenu un terme politique et la plupart des gens ne le comprennent toujours pas. Ne devrions-nous pas apprendre la signification de vivre et travailler dans un système capitaliste? Parce que je vais le décomposer. Un système capitaliste signifie que vous avez 2 façons de gagner de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent grâce à votre travail. Vous pouvez gagner de l'argent grâce à votre capital, qui est votre argent. L'école vous enseigne à gagner de l'argent par le travail. Vous allez à l'école pour décrocher un emploi comme médecin, avocat, comptable, ingénieur ou tout autre métier qui vous intéresse. En tant qu'infirmière, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous apprenez à gagner de l'argent grâce à vos compétences professionnelles. Mais si vous regardez les personnes les plus riches de ce pays et du monde, elles ne travaillent pas pour gagner de l'argent grâce à leur travail, elles travaillent pour gagner de l'argent grâce à leur capital, leur argent. Ils possèdent des investissements, des entreprises, des actions et de l'immobilier. Et lorsque la valeur de ces actifs augmente, ils deviennent plus riches. Si la valeur de ces actifs baisse, ils subissent des pertes sur papier, mais peuvent aussi en tirer des revenus. Et donc, si vous regardez les personnes les plus riches, elles gagnent de l'argent à partir de leur capital. Notre système éducatif nous enseigne à gagner de l'argent par notre travail. Je n'ai jamais rien appris sur l'investissement. Je n'ai jamais rien appris sur les dividendes, les royalties ou les revenus locatifs. Ce sont des choses que j'ai dû apprendre seul. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu de la chance de tomber sur des livres d'éducation financière et de commencer à lire ces choses qui ont piqué mon intérêt. Mais la personne moyenne ne le fait pas. Et donc, vous êtes dans la merde si vous ne faites pas l'effort d'apprendre cela. Maintenant, je suis très heureux que YouTube rende ces informations beaucoup plus accessibles. Mais vous devez toujours être celui qui fait le premier pas. Oui, ce n'est pas aussi génial que YouTube. Ce n'est pas l'éducation formalisée que tous les enfants de tout le monde suivent. Vous savez, c'est génial s'ils découvrent une super chaîne comme la vôtre, mais cela devrait être. Et écoutez, nous n'allons pas changer le système éducatif en un seul podcast, mais cela devrait faire partie de, vous savez, première année, deuxième année, troisième année. C'est à ce moment-là que les enfants devraient commencer à apprendre ces choses, car cela peut changer une vie. Vous manquez donc d'éducation financière, ce qui vous pose problème. J'adore votre formulation. Dans un système capitaliste, on peut gagner de l'argent grâce à son travail ou son capital, mais l'enseignement se concentre surtout sur le travail. Donc tout le monde se concentre sur cela en sortant de l'école, à moins que vos parents ou vos amis soient très entreprenants ou investissent, mais si vous n'avez pas cela, vous devez aller chercher ces informations. Et l'autre chose qui vraiment, c'est comme si vous étiez arnaqué de tous les côtés, parce que l'autre chose, c'est la culture de la dette.
et les cartes de crédit et c'est tellement intéressant et opportun. Je viens de voir, je ne sais pas si c'était sur TikTok ou quelque chose comme ça, c'était une petite vidéo. Et le gars jouait une scène sur comment sa compagnie de cartes de crédit avait annulé sa carte sans même le prévenir parce qu'il ne l'utilisait pas. Car pour eux, s'il n'utilisait pas la carte de crédit et qu'il n'y avait pas de frais dessus, alors il ne gagnait pas d'argent sur lui, alors pourquoi le garder comme client? Et j'étais genre, merde, c'est assez fou. C'est ça, il ne vous laisse même pas garder une ligne de crédit ouverte si vous ne l'utilisez pas et qu'il ne gagne pas d'argent sur vous. C'est ça, c'est juste un peu comme un moment d'éclaircissement. Ça a du sens quand on le dit à haute voix, mais c'est à quel point certaines de ces compagnies de cartes de crédit sont pourries. Et c'est vraiment, on peut dire quelles sont leurs motivations, c'est la meilleure façon de le formuler. Absolument. Vous devez apprendre à utiliser le système, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que les banques ou les entreprises sont forcément maléfiques. J'utilise des banques, je veux dire, c'est là que je garde mon argent. J'utilise des comptes d'épargne à haut rendement où je reçois plus d'intérêt sur mon argent. J'aime les entreprises parce que je peux acheter mes affaires chez elles, n'est-ce pas? Je veux pouvoir avoir de belles choses. Ce sont eux qui paient pour les hôtels ou achètent les hôtels où ils possèdent des compagnies aériennes. Je veux pouvoir faire de beaux vols ou avoir un bel hôtel ou avoir de belles choses. Je dois payer quelqu'un pour ça, mais c'est là que votre éducation entre en jeu. Comment utilisez-vous une carte de crédit à votre avantage? J'utilise des cartes de crédit, mais je ne paye jamais un centime d'intérêt sur mes cartes de crédit parce que je paye mon solde en totalité à temps chaque mois. Et donc, c'est cette éducation financière de comment utilisez-vous le système, parce que parfois les gens se fâchent et ils disent simplement « Oh, les banques sont maléfiques. Les entreprises sont maléfiques. Tout le monde est maléfique. » Nous vivons dans un monde où les banques et les entreprises existent pour vous apprendre à tirer profit du système. Je maintiens qu'il faut apprendre les règles de l'argent. C'est un jeu. C'est comme le football auquel j'ai joué au lycée. Si tu joues au football sans casque, tu risques de te faire assommer sur le terrain. Tu ne connais pas les règles. C'est ce qui arrive avec les jeux d'argent. Les gens marchent sur le terrain sans casque, ignorant qu'ils sont censés en porter un. Beaucoup de gens se font avoir parce qu'ils ne connaissent pas les règles de l'argent. Il est important que les gens comprennent les règles de l'argent. Les gens doivent connaître les règles de l'investissement. Je vais parler des meilleures pratiques pour savoir où investir. Mais vous venez de mentionner quelque chose comme les banques ne sont pas maléfiques. Les entreprises ne sont pas maléfiques. Ils jouent leur propre jeu et vous n'êtes qu'une pièce de ce jeu. Et si vous ne comprenez pas les règles, vous serez manipulé à un certain degré. Y a-t-il des choses à éviter? Je veux dire, il y a de la bonne dette, il y a de la mauvaise dette. Nous pouvons en parler? La dette de carte de crédit est considérée comme une mauvaise dette. La dette immobilière peut être bénéfique. Mais à part ça, y a-t-il des pratiques prédatrices? Ou simplement, quelles sont les choses les plus importantes que si quelqu'un essaie de mettre de l'ordre dans ses finances, il devrait prêter attention à toutes les institutions avec lesquelles il interagira? Les banques et les entreprises ne sont peut-être pas prédatrices. Peut-être que ce sont juste des choses que les gens ne comprennent pas ou ne connaissent pas bien qui leur font vraiment du mal. Quelles sont les quelque choses auxquelles les gens devraient prêter attention? Il faut juste penser à quelqu'un. Intention. Chacun a une intention ou un parti pris selon son origine. Pour les questions financières, la plupart des gens consultent leur banquier plutôt qu'un conseiller financier. Alors quand vous allez à la banque et que vous dites « Hey, quelle belle voiture, quelle voiture chère puis-je me permettre? » Ils vont dire « Plus belle. » Si vous demandez à votre banquier « Quelle maison puis-je m'offrir? » Ils vont dire que la maison est plus grande. Ensuite, vous demanderez à votre agent immobilier « Quelle grande maison vous pouvez vous permettre? » Et ils disent « Oh, encore plus grande. » Parce que plus grande est la maison que vous achetez, plus gros sont les chèques de commission qu'ils reçoivent. Cela ne veut pas dire que tous les agents immobiliers sont malhonnêtes ou malveillants. Certains sont mauvais, d'autres très bons. Certains banquiers sont très gentils et bons. Tout le monde est dans les affaires pour faire des profits, n'est-ce pas? Ils ne font que gagner de l'argent pour eux-mêmes. Les banques veulent gagner de l'argent pour elles-mêmes, pas pour vous. Les agents immobiliers cherchent à maximiser leurs profits. Il est donc crucial de s'informer pour prendre les meilleures décisions pour soi-même. Parce que, encore une fois, il y a certaines choses que vous allez vouloir. Vous allez vouloir des voitures. Un vendeur de voitures va vouloir vous vendre sa voiture. Ils vont vouloir vous vendre le pack amélioré. Vous pourriez le vouloir. La question à laquelle vous devez pouvoir répondre par vous-même est « En avez-vous les moyens ?» Et c'est la question ultime. Et vous devez simplement revenir à cela parce que, encore une fois, vous voulez acheter une belle maison. Chaque banque voudra vous vendre l'hypothèque dessus.
les agents immobiliers cherchent à vendre pour toucher leur commission. Il n'y a rien de mal à vouloir un bon processus d'achat immobilier. Nous apprécions tous un bon service client avec des agents immobiliers et des banquiers bienveillants qui prennent soin de nous et travaillent à nos côtés. Vous voulez avoir ce bon processus. Personne ne veut passer par un processus de service client médiocre et il y a des frais pour cela. Mais assurez-vous de pouvoir vous permettre vos achats. Alors les gens regardent les actions, les obligations, l'immobilier, les startups, la crypto. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ils pourraient investir dans une entreprise, j'imagine. Je veux dire, si vous êtes un peu plus avancé, vous regardez comme les REIT ou les fonds, les bons du trésor. Il existe 1 million de possibilités différentes pour investir votre argent. Alors commençons depuis le début. Où les gens devraient-ils commencer à chercher? Encore une fois, je ne recommande à personne de faire ce que je fais. Tout ce dont je peux parler, c'est de ce que je fais. Pourquoi ne recommandez-vous pas ce que vous faites? Je ne recommande pas ce que je fais parce que votre tolérance au risque sera différente de la mienne. Vous allez avoir un objectif différent du mien. Vous allez avoir un horizon temporel différent du mien. Vous allez avoir une manière différente de vouloir être payé par rapport à moi. Vous pouvez faire les mêmes investissements que moi, mais vous pourriez être très mécontent des résultats. J'investis mon argent dans 5 endroits principaux. Le premier est en base de ma propre entreprise, Briefs Media. Le deuxième est dans l'immobilier physique. Le troisième est en actions. Le quatrième est dans mes actifs spéculatifs, une petite partie de mon portefeuille. La part spéculative représente peut-être 18%, peut-être un peu moins, mais environ 18% de mon portefeuille. Et ensuite, l'or physique représente environ 2% de mon portefeuille. Désormais, quand j'investis dans l'immobilier, je privilégie le cash flow. C'est ce que je recherche. Quand j'investis en actions, j'ai 2 stratégies. Une stratégie est l'investissement actif, qui consiste à investir de manière plus fondamentale dans des entreprises individuelles. L'autre est l'investissement passif, ce que certaines personnes appellent la moyenne des coûts en dollars, investir dans des fonds comme les Exchange Traded Funds. Et encore une fois, la majorité de mes investissements en bourse, surtout mes investissements passifs, sont pour le cash flow, c'est-à-dire des fonds qui versent des dividendes parce que j'aime le cash flow. Mon but est simplement d'accumuler des liquidités. De cette façon, je peux être payé chaque mois ou chaque trimestre et utiliser ce revenu ou le réinvestir. Puis dans le côté spéculatif des choses, c'est là que j'investis dans des choses que je pense pouvoir monter très rapidement, mais qui pourraient aussi chuter tout aussi durement. Je ne me suis intéressé aux actifs spéculatifs qu'après avoir bâti une base solide en actions et en immobilier. Et donc pour moi, les actifs spéculatifs sont venus en dernier essentiellement parce que c'est un peu plus amusant, plus risqué. Beaucoup de gens se lancent d'abord dans les choses spéculatives parce qu'ils essaient de trouver ce qui va exploser et vous rapporter beaucoup d'argent. Mais cela peut aussi tout vous faire perdre. Je voulais d'abord construire les fondations, les actions et l'immobilier. C'est d'abord l'immobilier qui est venu, puis les actions. Mais ensuite, pour mes investissements spéculatifs, ce sont des choses comme les startups dans lesquelles j'investis et aussi les crypto-monnaies. Et la dernière chose est l'or physique, qui est une très petite partie de mon portefeuille. Et j'investis dans l'or depuis un certain nombre d'années. Pour ma part, je considère l'or physique comme un moyen d'épargner de l'argent. Je ne le considère pas vraiment comme un investissement, car mon or ne produit pas vraiment de valeur. Il reste juste là. Et donc pour moi, ma théorie est que si je prenais 10 000 $ en espèces aujourd'hui et 10 000 $ en or aujourd'hui et les enterrais tous les deux dans mon jardin, ma théorie est que l'or, dans 10 ans, aura plus de pouvoir d'achat que l'argent. Je possède un peu d'or physique comme petite assurance et protection pour le jour du jugement dernier. Mais c'est toujours une petite portion de mon portefeuille. La majeure partie de mes actifs sont ailleurs. Je pense que le problème est que, et j'adore la diversification, je pense que le problème est que les gens qui ne sont pas en train d'investir, ils mettent 100% de leur argent dans des actifs spéculatifs et ils ne suivent pas toutes les meilleures pratiques parce qu'ils ont entendu dire que quelqu'un a acheté du Bitcoin et est devenu riche, ce qui n'est pas ce que vous devriez faire. La diversification est clé. Et quand vous pensez à des sortes de valeurs sûres, comme l'immobilier par rapport aux actions, ce que je pense être la décision la plus sûre que les gens peuvent prendre pour l'immobilier, est-ce qu'il y a
Un composant actif ou un composant de gestion ou un élément d'éducation que vous recommanderiez aux gens de comprendre avant de commencer à investir dans l'immobilier? Ou lorsque vous avez quelqu'un qui commence tout juste à investir, recommanderiez-vous simplement qu'il place son argent dans un fonds ou une fonds de placement immobilier ou quelque chose où il n'a pas à se soucier de la gestion immobilière, de la recherche de locataires ou de toutes les autres nuances qui accompagnent la propriété d'un bien? Oui. Pour moi, je ne gère pas mes propres propriétés. Je n'ai jamais voulu le faire. Je n'ai jamais voulu être la personne qui recevait des appels lorsque les toilettes étaient bouchées. Je n'ai jamais voulu être cette personne. J'ai acheté des propriétés avec l'intention d'embaucher un gestionnaire de biens pour être un investisseur. Je ne voulais pas gérer des propriétés. Un gestionnaire de propriété est essentiellement un employé. Je voulais être l'investisseur. Et donc, c'était en quelque sorte mon début. J'ai également investi dans des fonds immobiliers, un peu comme ce que vous avez mentionné, mais j'aime investir dans les propriétés elles-mêmes. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais le volet éducatif dont vous avez parlé est que vous devez être prêt à vous faire avoir si vous voulez investir dans l'immobilier. Et vous devez être prêt à traverser une période initiale stressante. Parce que quand vous ne savez rien quand vous commencez dans l'immobilier, c'est toute l'affaire. Vous allez donc sortir pour apprendre à acheter un bien immobilier? Comment trouvez-vous un bon agent immobilier qui va trouver vos propriétés? Ensuite, vous devrez regarder des propriétés et déterminer lesquelles vous intéressent. Ensuite, vous devez déterminer comment conclure une affaire. Comment trouvez-vous les bons avocats pour vous aider avec ça? Une fois l'affaire conclue, comment trouver un bon entrepreneur? Cela va être toute une chose en soi. Après la rénovation, il est important de trouver un bon gestionnaire de propriété. Encore une fois, il y a toute une leçon à apprendre là-dessus. Et je vous recommande de lire des livres. Je vous conseille de suivre des cours, mais méfiez-vous des arnaques. Et ce sera une véritable éducation de la vie réelle. Ça arrive à tous. C'est une étape du processus. C'est un passage obligé si vous souhaitez investir dans l'immobilier. Ensuite, vous devez trouver le bon locataire. Et encore une fois, tout le processus. Maintenant, lorsque vous avez un bon gestionnaire de propriété, ils vont faire beaucoup de ce travail pour vous. Mais vous devez savoir comment trouver un bon gestionnaire immobilier. La meilleure façon de trouver un bon gestionnaire de propriété est d'en avoir eu quelques mauvais. C'est du moins ce que c'était pour moi. Donc, vous devez être prêt à recevoir un coup dans la bouche. Vous devez avoir cet esprit entrepreneurial, genre oui, genre hey, je veux faire ça et je suis prêt à faire ce qu'il faut. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas parce que ça va être un cauchemar. Mais en fin de compte, vous ne vivez qu'une fois, et vous devez vraiment traverser cette période douloureuse une fois dans votre vie pour comprendre. Et puis, parce que vous y êtes maintenant, et encore une fois, je veux juste orienter les gens, je suppose, pour commencer, qui commencent tout juste à investir vers des portefeuilles d'actions diversifiées de type blue chip ou l'immobilier, et je pense que les gens peuvent comprendre. Et ensuite, ils peuvent chercher beaucoup de conseils sur quel type d'entreprise sont un peu plus sûrs pour investir ou quel type de groupe d'entreprise, ou ils peuvent simplement investir dans le S&P 500. Et c'est aussi une excellente façon de commencer à investir. Mais pour les gens de l'immobilier, il y a beaucoup plus de pièces mobiles où on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses à comprendre par soi-même. Et même pour une gestion immobilière, je veux dire, vous en avez connu de mauvaises, mais juste pour que quelqu'un comprenne à quoi ressemble une bonne gestion immobilière afin que les gens puissent être les meilleurs investisseurs immobiliers, pas des employés, et quel est un bon pourcentage de revenus ou comment fonctionne leur modèle financier. Pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier comme vous le faites, ce qui me semble judicieux, quels sont les éléments clés à rechercher? Un gestionnaire de propriété va vous facturer soit un tarif fixe, soit une commission, soit des frais basés sur le montant des revenus locatifs que vous générez. J'ai travaillé avec les deux. Ils peuvent tous les deux être bons. Ils peuvent aussi tous les deux être mauvais. Je préfère généralement le pourcentage des revenus locatifs. Car si vous n'êtes pas payé, votre gestionnaire de propriété ne l'est pas non plus. Et cela leur donne un peu d'incitation à se tenir au courant de ce que sont les loyers du marché et à garder la propriété louée. La deuxième chose que j'aime vraiment examiner en ce qui concerne les frais, ce sont les coûts d'entretien, car chaque propriété va avoir des coûts d'entretien, et chaque entreprise de gestion de propriété va avoir une manière différente de s'y prendre. Certaines entreprises de gestion de propriété vont avoir un entrepreneur préféré, certaines vont le faire entièrement en interne. Certaines collaborent avec différents entrepreneurs. Mais la chose clé que vous voulez, c'est numéro 1, payez-vous au gestionnaire de propriété des frais séparés pour superviser le travail.
J'ai brièvement collaboré avec un gestionnaire de propriété. Ils ont facturé des frais de supervision de 10% sur toute la maintenance effectuée. Donc, si un entrepreneur effectue un travail de 3 000 $ sur place, le gestionnaire de propriété facturerait 10% supplémentaire pour sa supervision. Il ne supervise en rien. Cela signifie que le gestionnaire de propriété n'est pas incité à vous trouver un prix moins cher, car il gagne plus d'argent lorsque l'entrepreneur facture davantage. Donc, je n'aime pas ça. Je n'apprécie pas vraiment les gestionnaires de propriété qui facturent des frais de supervision pour l'entretien. Je pense que cela devrait être inclus dans les frais d'entretien car je ne veux pas qu'ils soient incités à faire plus d'entretien. Je veux la bonne quantité d'entretien. Et puis, juste comprendre en quelque sorte ce que le gestionnaire de propriété va faire, les tâches quotidiennes complètes. Comment sélectionne-t-il les locataires? De nombreux gestionnaires de propriété insistent sur la rapidité à laquelle ils peuvent louer un bien, ce qui est positif. Ensuite, demandez-leur la durée de location de la propriété. S'ils peuvent louer une propriété en 2 jours, c'est génial. Mais si ce locataire déménage en 90 jours, ce n'est pas si bon. Et donc, vous voulez savoir, est-ce qu'ils gardent leur locataire pendant 12, 18, 24, 36 mois? Ou est-ce qu'ils gardent de leurs locataires? Ils trouvent de mauvais locataires juste pour les mettre là parce qu'ils peuvent obtenir une commission de bail et ensuite le refaire dans quelques mois. Donc, je dirais commencer par ces questions. Excellent. Et concernant les actions, je ne vais pas aborder la spéculation car ce n'est absolument pas par là que les gens devraient débuter. Mais du côté des actions, quelles seraient en quelque sorte les meilleures pratiques pour simplement regarder où commencer, je suppose? Avec quelques fonds, je déconseille à l'Américain moyen d'investir dans des entreprises individuelles car cela nécessite un suivi rigoureux des états financiers, des appels de résultats et de tout ce qui s'y rapporte. Il existe des fonds qui vous donnent une exposition au marché boursier général ou au S&P 500, un groupe des 500 plus grandes entreprises sur le marché boursier, comme vous l'avez mentionné. Au lieu de chercher la prochaine grande entreprise comme Amazon, Tesla ou Apple, vous pouvez simplement investir dans le marché boursier. Et nous savons que le marché boursier a historiquement augmenté sur le long terme. Nous observons des cracks boursiers et des récessions comme faisant partie intégrante du système économique. Mais si vous observez les marchés assez longtemps, vous verrez que les marchés ont augmenté. Et donc, si vous ne voulez pas avoir à gérer la psychologie de « Oh, comment savoir quel est le bon investissement? Et est-ce que cette entreprise va faire faillite? » Certains fonds offrent une exposition à l'ensemble du marché boursier. Je ne vous conseille pas sur les investissements à faire. C'est un exemple. VTE est un Exchange Traded Fund qui vous donne une exposition au marché boursier total. SPE est un Exchange Traded Fund qui donne une exposition au S&P 500. Voici 2 endroits par où vous pouvez commencer à regarder. Oui, et la recherche, et ce n'est pas un conseil d'investissement, mais sachez simplement les options. Je pense que c'est très important. Et quand vous regardez ces options, je veux dire, alors parlons aux 80% de la population américaine qui n'investit pas et essaie de comprendre, et tout ce qu'ils ont entendu parler, c'est le 401k. Que pensez-vous du 401k? Est-ce un programme auquel les gens devraient participer? Est-ce mieux que rien ou est-ce simplement une perte de temps? Non, c'est mieux que rien, je veux dire. C'est la manière la plus accessible de commencer à investir, mais je n'investis pas dans un 401k. Je n'utilise pas de compte de retraite à imposition différée. Je n'ai pas de Individual Retirement Account ou de 401k parce que vous pouvez obtenir beaucoup d'avantages fiscaux grâce à l'immobilier. Donc pour moi, cela n'a pas de sens pour moi, mais cela a du sens pour d'autres personnes. Donc oui, je veux dire, si vous avez un 401k et si vous n'avez jamais investi auparavant, commencez par là. Mais commencez aussi à faire quelque chose d'autre par vous-même. Apprenez à propos des ratios de dépenses et des frais. Si vous avez un 401k, comprenez que votre 401k vous facture des frais. C'est ce qu'on appelle votre ratio de dépenses. Regardez ce que c'est. Et ensuite, je veux que vous alliez sur Google et que vous recherchiez un calculateur de ratio de dépenses, puis voyez combien ce ratio de dépenses vous coûte. Parce qu'une petite commission de 1% pourrait engloutir des centaines de milliers de dollars de votre portefeuille d'investissement en frais. Et vous pourriez être en mesure de trouver des fonds à frais plus bas qui peuvent vous donner des rendements similaires. Faites quelques recherches et c'est là que votre éducation peut commencer. Mais ensuite, pendant que vous faites votre 401k, commencez également à investir sur vous-même par vous-même et voyez ensuite ce que sont les options et faites ce qui est mieux pour vous. Et je pense que les gens ne pensent probablement pas à ces frais, car si je pense à certaines des plus grandes entreprises, je suis sûr que certaines grandes entreprises
Je veux dire, je n'ai pas travaillé dans une entreprise depuis un moment maintenant, mais il y avait un moment où je l'ai fait et ils avaient leurs propres options d'investissement et vous pouviez allouer une partie de votre salaire à ce pool de différentes entreprises. Les entreprises proposent donc des options d'investissement. Certaines le font, comme l'équivalence régime enregistré d'épargne retraite au Canada et la correspondance Wanka ici auparavant. Et il y a quelques options là, mais je pense que c'est important, c'est mieux que rien. Je pense que l'auto-éducation est essentielle, car comme vous l'avez dit, vous ne pouvez pas connaître les frais ou le fonctionnement du système. Investir permet à tout le monde de gagner de l'argent. Donc, vous devez comprendre comment vous pouvez garder le plus possible de votre propre argent. Je pense que c'est très, très important. Quel serait votre... Vous parlez beaucoup de l'état d'esprit. Et je pense que c'est juste quelque chose que j'aime reformuler. Quel est un changement majeur d'état d'esprit si vous voulez juste laisser ce morceau de sagesse avec le public? Quel est un changement majeur d'état d'esprit que vous voulez que les gens aient autour de l'argent et de l'investissement s'ils n'ont pas encore commencé? Deux, il y en a juste deux, je dirais. Le numéro 1 est que vous pouvez et deviendrez riche. Si vous ne croyez pas que vous allez devenir riche, ce sera impossible. Si vous croyez que vous allez devenir riche, vous trouverez un moyen de le faire. Et la deuxième chose est de comprendre comment l'argent joue un rôle dans votre vie. L'argent est un outil. L'argent ne définit pas votre valeur en tant que personne. Il amplifie simplement qui vous êtes. Vous devez comprendre son rôle dans votre vie. Je dis que vous voulez être en forme dans 4 domaines. C'est ma théorie du quadrupède. Vous voulez être en forme physiquement, financièrement. Désolé, en forme physiquement, mentalement, spirituellement et au sommet financièrement. D'abord, vous devez être en forme physiquement, car si vous êtes obèse morbide ou sur votre lit de mort, la seule chose que vous voulez est de retrouver la santé. Lorsque l'on va mal, l'argent en banque importe peu. Tout ce que vous voulez, c'est vous sentir mieux. Si vous n'êtes pas mentalement en forme, si vous n'êtes pas heureux, si vous êtes entouré de personnes toxiques, si vous vous sentez déprimé ou anxieux, tout ce que vous voulez, c'est être heureux. Et c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler, dans son propre cadran. Être en forme spirituellement ne signifie pas forcément être religieux, c'est... Quel est votre but? Quelle est votre raison de vous lever chaque matin? Vous pourriez avoir l'impression d'avoir un sens à votre vie. Vous accomplissez votre sens de la vie en essayant de gagner de l'argent. Mais une fois que vous avez cet argent, vous allez vous sentir très malheureux. Donc, vous devez comprendre ce qui vous excite et pourquoi vous faites cela. De plus, une bonne situation financière vous offre davantage de liberté. Et c'est un aspect différent, mais c'est un aspect important de votre vie. Chacun de ces 4 aspects, physique, mental, spirituel et financier, doit être travaillé séparément pour être en forme. J'adore ça. Quelle serait la plus grande idée fausse sur l'argent et l'investissement que vous voyez avec toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez, avec toutes les personnes qui consomment votre contenu? Il existe de nombreuses idées fausses, mais la plus grande est... Nous en avons discuté pas mal. Mais la plus grande idée fausse est qu'une personne comme moi ne peut pas devenir riche. En réalité, vous le pouvez. Vous devez juste être le numéro 1. Les gens ressentent cela. Les gens le ressentent vraiment. Pourquoi pensez-vous que les gens ressentent cela? Est-ce simplement basé sur d'où ils viennent, ce que leur famille leur a appris? Il y a un certain nombre de facteurs. Ce que vous avez dit est définitivement un facteur. Oh, la raison pour laquelle la pauvreté est souvent générationnelle n'est pas parce qu'elle est dans votre acide désoxyribonucléique, mais quand on grandit en entendant dire « nous ne pouvons pas nous le permettre ». Nous ne sommes pas riches. Ils sont riches. Et nous n'avons pas l'argent pour ça. Au fur et à mesure que vous vieillissez, cela s'incruste dans votre esprit. Puis vous vous mariez avec un enfant qui veut de belles choses. Vous dites que nous n'en avons pas les moyens. Nous ne sommes pas riches. Nous n'avons pas l'argent pour ça. Et puis, cet état d'esprit devient en quelque sorte la norme. Et donc, vous devez parfois briser cet état d'esprit. C'est une question de nature contre éducation. À quoi d'autre vous êtes exposé dans votre vie si vous êtes battu encore et encore et encore? Parfois, vous savez, vous êtes battu et vous devez avoir cette ténacité pour continuer à vous relever. Donc, vous devez croire que c'est possible. Vous devez être prêt à faire le travail. Vous devez avoir cette ténacité pour continuer même quand les choses deviennent difficiles parce que c'est là que vient le vrai succès. Oui, c'est tellement intelligent. Qu'est-ce que ce serait? Je veux dire, nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Qu'est-ce que je ne vous ai pas demandé, que j'aurais dû vous demander? Quelque chose que vous pensez que les gens ont besoin d'entendre?
Je pense que si nous décomposons comment vous trouver en vous concentrant sur le côté financier, parce que nous avons parlé maintenant juste de la vie en général, la façon dont vous trouvez les meilleurs rendements, la façon dont vous trouvez les meilleures opportunités, est en comprenant 3 choses. D'abord, soyez prêt financièrement. Cela signifie comprendre que vous devez avoir de l'argent à investir. L'erreur que beaucoup de gens font est de commencer à se préparer quand les choses tournent mal, mais vous voulez être préparé quand les temps sont corrects. Ainsi, vous pouvez saisir les occasions même quand les temps sont durs. Cela implique de rembourser ses dettes de carte de crédit, d'épargner et d'avoir des fonds à investir. Deuxièmement, vous voulez être financièrement éduqué. Cela implique de savoir dénicher un bon investissement, que ce soit un exchange traded fund, un fonds indiciel, une entreprise individuelle ou de l'immobilier. Cela implique d'analyser ces investissements, de les étudier en regardant des vidéos YouTube, en lisant des livres et éventuellement en suivant des cours sur le sujet. Et ensuite, vous voulez être capable d'identifier les tendances financières. Sachez où l'argent se déplace. Sachez dans quelles industries l'argent se déplace et de quelles industries il sort, car vous ne voulez pas mettre votre argent dans une industrie d'où tout l'argent sort. Allez là où l'argent circule. C'est à l'intersection de ces 3 éléments que vous pouvez trouver les meilleures opportunités. J'adore ça. Et c'est ce que vous commencez à incorporer dans votre vie dès maintenant. Comme vous l'avez dit, ce cadre complet de décomposition de combien de vos revenus vont dans ce que vous pouvez dépenser. C'était quoi? C'était 75. C'était 15-10. Alors ça commence maintenant. Ainsi, vous créez ce filet de sécurité pour quand les choses ne vont pas bien, pour quand votre entreprise ne va plus bien, quand vous perdez votre emploi, quand des factures médicales imprévues arrivent, vous avez un accident de voiture, Dieu nous en préserve. Toutes ces choses qui arrivent que vous n'attendez pas, vous ne vous en inquiétez pas parce que vous ne vivez pas au jour le jour. Adopter une mentalité d'éducation et construire un filet de sécurité avant d'en avoir besoin impacte votre vie de manière majeure. Vous n'êtes plus stressé, accablé quand ces choses arrivent. Mais vous avez aussi dit que vous pourriez profiter de ces situations chaque fois qu'elles se présentent afin de ne pas avoir l'impression de manquer quelque chose parce que vous avez ce filet de sécurité que vous avez déjà construit. Je pense que c'est un excellent conseil, très très bon conseil. Vous avez maintenant une entreprise de médias entière. Les gens vous connaissent de YouTube, mais ils peuvent aussi consulter votre newsletter. Alors, où voulez-vous envoyer vos réseaux sociaux? Alors, où voulez-vous envoyer les gens? Y a-t-il un site web qui a tout ou y a-t-il différents liens sociaux, quoi que ce soit? Nous inclurons tout dans les notes de l'émission, mais oui, allez-y si vous le souhaitez. Rejoignez Market Briefs, ma newsletter financière gratuite, où mon équipe analyse quotidiennement l'actualité des marchés. C'est l'économie, le marché boursier, le logement, la crypto-monnaie et l'économie mondiale. Pour trouver Market Brief, recherchez-le sur Google ou rendez-vous sur brief.co market. Pour en savoir plus sur l'éducation financière, consultez ma chaîne YouTube Minority Mindset. Bien, parfait. J'allais dire la dernière chose que j'aime demander parce que vous avez eu une vie incroyable. Vous avez traversé différentes saisons dans votre vie. Si vous pouviez donner un conseil à votre moi de 20 ans en regardant en arrière, quel serait-il? Vous savez, le plus drôle, c'est que je ne dirais probablement rien parce que je devais traverser la merde. Vous devez traverser la merde pour apprendre les leçons. Si je devais dire quelque chose, c'est de continuer et de prendre de plus grands risques. Vous savez, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Pour moi, continuez simplement à faire ce que vous faites et n'ayez pas peur de prendre de plus grands risques. Oh, ces jours me manquent. Oh, tu me manques. Ces jours